Bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre. Grand homme, avec cet invité, lui qui a donné des orientations aux différentes personnes pour devenir un bon entrepreneur. Et nous allons aujourd'hui, par son canal, connaître à fond comment est-ce que lui a pu faire pour réussir le parcours professionnel, académique et entrepreneurial de M. Fonfon Mansatima. Bonjour, M. Fonfon Mansatima. Bonjour, monsieur Doudou Montiri. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très normal. Qui est Fonfon Mansatima? Vous avez fait quelles études? D'abord, études primaires, secondaires, universitaires, académiques. Et juste après, ça suivra le côté professionnel. Et nous allons aussi parler de votre business privé. Comment avez-vous fait pour réussir à 100%? C'est parti. Merci. Non, mais Fanfan Mansiantim a fait ses écoles primaires à Kimpese, dans une école catholique qui s'appelle l'école Ngemba. Et aussi, Fanfan Mansiantim a fait ses études secondaires. Bon, à l'époque, c'était le maths physique. Je l'ai fait à l'Institut Nzolo, toujours à Kimpese, où j'ai décroché mon diplôme d'État. Tôt, j'ai quitté là-bas aussitôt. Réussi. Et j'ai quitté là-bas pour venir m'installer à Kinshasa. À Kinshasa, mon parcours, c'est que je fais les études d'abord d'architecture à l'IBTP. Actuellement, c'est l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. C'est là où j'ai décroché mon diplôme. C'est ça que je peux dire le véritable. C'est avec elle que je fais ma vie, c'est elle qui m'accompagne, parce qu'avec tout ce que nous faisons, vous avez besoin d'avoir un partenaire sûr qui t'accompagne, malgré les vents et les marées. C'est elle qui est là pour donner les mots justes. Parce que c'est pas facile, dans un monde rempli de pression, pour réussir. Très bien. Et qu'est-ce que vous détestez Détester sur le plan comportemental? sur le plan, bon, moi, si je peux dire sur le plan professionnel, Mhm. je n'aime pas comment je peux dire des paresseux, des gens à qui on doit répéter 4 5 fois pour assimiler une idée. J'aime être entouré des gens honnêtes et loyaux et intelligents, parce que je pense que c'est avec eux qu'on peut monter une équipe de réussite. C'est cela que donc je déteste tout ce qui est mal fait. J'aime la perfection. J'aime surtout l'essence du professionnalisme. Le manque de professionnalisme me fait très mal dans chacun des domaines, que ce soit même à la maison, que ce soit au lieu du travail. Le professionnalisme, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Et en tout cas, je déteste aussi les mensonges, parce que il faut comprendre, dans le monde où nous vivons, surtout dans les carrières que nous avons embrassées, une parole donnée, c'est quelque chose de sûr. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas dans cette attitude-là. Alors, comment avez-vous fait pour réussir dans votre domaine? Bon, je suis dans un domaine d'abord, quand j'ai terminé, C'est un peu de nous relater, hein, la voilà, petite quand je histoire, finis mes études, pour ceux qui vous prennent comme modèle aussi. voilà, quand je finis mes études, mon seul objectif était de maîtriser mon métier. Parce que lorsqu'on finit, on a des diplômes, certaines personnes qui ne comprennent pas croient connaître. Mais en réalité, c'est le début d'une nouvelle carrière. C'est comme ça que vous pouvez comprendre quelqu'un qui a été très brillant et est un piètre professionnel. Mais quelqu'un qui a été moyen est un très grand professionnel. Parce que l'école qui s'ouvre devant vous, c'est une nouvelle école. Cette école a aussi ses mentorats. Alors, moi, j'ai fait le choix de travailler dans un cabinet à l'époque où j'ai travaillé, Espace Tropical. C'est un cabinet qui est dirigé par un grand architecte, Nikonzila. C'est lui qui a été mon mentor, je pourrais dire. Il m'a beaucoup encadré
je sais qu'il a donné beaucoup de son temps pour être l'architecte vraiment que je suis. C'est de lui que j'ai appris l'essence du professionnalisme dans le domaine architectural, parce que lorsqu'on termine, les connaissances sont d'abord minimes. C'est par lui que je me suis confronté par des projets réels et réalistes. Et il a toujours été derrière pour orienter, pour dégager des points de vue. Et ce qui est sûr, il m'a laissé aussi exprimer mes idées. Et à la fin, il venait en appui pour corriger, pour donner des orientations, afin que le projet puisse être le meilleur projet. Et c'était un homme très exigeant. Il était fort dans les détails. Et il était rigoureux. Il faut être à l'heure. Le travail doit être de bonne qualité. La réalité du terrain et la réalité du bureau doivent concorder. Vous voyez, c'est dans cet environnement que j'ai grandi. J'ai eu sa confiance aussi. J'étais aussi un bon élève. Et je me suis donné. Parce que je savais que le plus grand secret, lorsque vous êtes dans un travail, c'est de comprendre que ce travail que je fais, ce n'est pas seulement pour les mentors ou les patrons du bureau. Le travail que je fais, c'est aussi pour moi. Si je le fais mal, je corromps mon esprit. Si je donne tout ce que j'ai dans le ventre, c'est moi qui vais éclore. Et je vais sortir l'architecte qui sommeille en moi. Et avec lui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. L'architecte qui sommeillait en moi s'est réveillé et il a fait ses prouesses dans le milieu. J'ai vu, il m'a quand même félicité. Et lorsque vous avez la confiance du mentor, si le mentor peut vous laisser un projet, de le commencer, le terminer et de l'initier jusqu'à la fin sans son avis, c'est une très grande confiance. Ça signifie que tu es arrivé à un certain stade de maturité. C'est cela, mon parcours professionnel. Et c'est là où j'ai travaillé. Je peux dire que je n'ai pas travaillé vraiment ailleurs que chez lui. Et de lui, je vis l'homme qu'il était. C'était un chef d'entreprise, parce que nous, les architectes, nous évoluons dans les cabinets. Peut-être les gens vont dire l'entrepreneuriat. Dans l'action de faire, même un bureau d'études entreprend. Mais du point de vue technique des architectes, le bureau d'études n'est pas trop considéré comme entrepreneuriat, parce que pour nous, nous considérons l'entrepreneur, c'est celui qui réalise. Et le bureau d'études, c'est celui qui amène les études. Ça, c'est une logique qui se passe dans les secteurs où nous œuvrons. Mais dans tous les sens, il s'agit toujours d'une action d'entreprendre. Ce sont les mêmes principes, le même management, les mêmes soucis des résultats. Et nous tous, nous brassons de l'argent, nous tous, nous voulons faire des bénéfices, nous tous, nous voulons vivre avec notre métier. Voilà un peu cette démarcation, peut-être pour les téléspectateurs qui nous suivent à la télé, de pouvoir comprendre cette nuance. J'observais l'homme qu'il était, j'observais la question que je me posais, mais comment ce monsieur a conçu ce bureau? Es-tu sûr et certain qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir et fermer rapidement, est-ce que notre jeunesse, est-ce que cette génération, la génération actuelle, a cette façon de voir les choses, l'observation, suivre un modèle, est-ce que cette jeunesse a les temps? Je pense qu'il y en a qui ont le temps, parce qu'il y a quand même ceux qui émergent. Mais ils sont rares. Il faut se le dire qu'il y a quand même une diminution dans le cadre de la formation. Et puis, il faut comprendre, l'État congolais n'a pas structuré ces domaines. Nous sommes devenus entrepreneurs par la force des choses. C'est-à-dire, c'est une volonté personnelle. Je vois mon mentor qui est en face de moi, et je vois que c'est un gars qui s'en sort en tant que chef d'entreprise. Alors je dis, donc si moi je veux avoir de l'argent comme lui, parce que j'aime l'argent, un entrepreneur c'est quelqu'un qui aime l'argent, je dois faire comme lui. Faire comme lui. J'ai appris, je fais la même école que lui. Deuxièmement, je suis dans son bureau, il m'a encadré. Qu'est-ce qui me reste? C'est de me promouvoir en tant que lui est chef d'entreprise de demain. Mais je vois comment il monte les dossiers. Je vois tous les documents qu'il a. Je vois comment il paye ses impôts. Je vois qu'il paye les impôts régulièrement. Je vois qu'il paye l'INSS. Tout ça, je constate. Donc, le mentor que j'ai, dans les bureaux que nous sommes,
s'il doit exister, donc il paye tout ça. Ça reste dans les cerveaux, ça reste dans la tête. Je me prépare. Mais quand vous êtes préparé pour se démarquer, vous avez besoin d'opportunités. Il fallait que j'ai une opportunité pour quitter. Parce qu'on ne quitte pas comme on faisait un son dans les vides, mais on doit quitter avec une précision. On doit quitter avec des objectifs clairs et bien définis. Et c'est à ce moment-là, je construis mes objectifs. Il faut du temps pour ça. Oui, mais je suis donc ça doit se préparer. Oui, je suis dans les bureaux. Minutieusement. Je sais l'homme que je vais être. Je planifie. J'ai dit, moi, je vais être chef d'entreprise. Je n'ai pas de capital, mais j'ai la connaissance. Je fais comment? À ce moment-là, j'ai une opportunité. En tant qu'architecte, c'est possible d'avoir une consultance dans une entreprise bien donnée. J'ai gagné un marché de consultance. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais pour moi, c'était une opportunité de faire ma carrière solo. Je n'avais pas encore d'entreprise, mais je sais qu'avec ce que je peux gagner, je peux avoir les documents de l'entreprise. Les documents de l'entreprise ne coûtent pas aussi les yeux de la tête. Avec ce que j'ai planifié pour une année, j'ai dit, je peux me nourrir pendant une année. Et pendant une année, je vais mettre tout ce que j'ai sur mon compte. Il faut une détermination. Il faut faire ce qu'on appelle la technique. C'est quoi? Sacrifice ou quoi? Non, la technique du dernier carré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous brûlez tout. C'est-à-dire vous quittez l'emploi, vous n'avez rien. Vous acceptez ça? Une seule option, c'est votre entreprise. Même si elle n'existait pas. Mais votre épouse n'a pas réagi, parce que vous savez, vous devez ressentir cela dans votre... J'ai eu la chance d'être accompagné par mon épouse. Ah, elle avait accepté. De fois, c'est aussi l'épouse. Elle avait accepté. Quand vous avez un pareil projet. Parce que lorsque vous avez une philosophie, il faut partager. Je viens à peine de terminer mes études. Après, je viens de me marier. J'ai une épouse à la maison, on n'a pas encore d'enfants. Moi, je pouvais prendre le risque. Prendre le risque, c'est ce qu'il faut. Parce que lorsque on veut être un entrepreneur, lorsque on veut être un chef d'entreprise, la première des choses, il faut avoir cette capacité à prendre le risque. Mais des risques mesurés et calculés. Quand on dit des risques calculés, c'est-à-dire, je me suis préparé en tant qu'un vrai professionnel. Je me suis préparé en tant que quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. C'est-à-dire, je vais monter une société dans tel domaine. Et j'ai ciblé ma clientèle. Tout ça, ce sont des projections. C'est ça qu'on appelle un plan stratégique. Parce que lorsque vous avez votre plan stratégique, maintenant vous devez vous lancer. C'est un risque. J'en discute avec mon épouse. Je lui dis, ma chérie, je sais que ça sera difficile, mais tu dois supporter. J'ai quand même un peu d'argent que je mets de côté. Je peux appeler ça comme un capital. Bon, j'ai 6 000 $. Bon, je ne peux même pas dire 6 000. J'avais peut-être dans les 3 000. Je mets dans la banque. Nous payons, par exemple, une maison. À l'époque, j'ai payé une maison de 150 $. Salon, chambre, cuisine, on était à 2. On n'avait pas d'enfants. Une maison de 150 $, de 350 $, nous allons gérer un mois. Vous comprenez? Oui. Et pendant ce temps, je me suis équipé. J'ai une imprimante A3. J'ai mon ordinateur. À la maison, j'ai un bureau. Je travaille. J'ai dit, je connais mon travail. Je ne pense pas que dans une année, je manquerai un travail. Avec ce que je sais comme atout. C'est cela, la technique de la dernière carré. Je me suis donné une seule option, c'est l'entreprise. Je n'en avais pas deux. Parce que la faiblesse, c'est lorsque vous avez plusieurs options. Ah oui, vous ne saurez pas comment commencer, par où? Non. Vous dites que bon, vous tâtonnez un pays. J'ai fait de l'entreprise, mais si ça ne va pas, j'irai là-bas. Si ça ne va pas, je vais me caser là-bas. Là, ça bloque tout. Là, maintenant, vous n'avez pas l'énergie possible. Moi, j'ai dit, je ne serai jamais un agent dans une entreprise de quelqu'un. Jamais. Cette option, je l'ai effacée dans ma tête. C'est ça, je me suis mis la pression. Et j'avais la pression, je devais travailler dur. Et je devais être un vrai négociateur.
C'est-à-dire, j'ai réveillé l'entrepreneur qui sommeille en moi. Donc chacun Sans le ça, savoir. chacun ça. Oui, il faut les réveiller tout simplement. C'est ça qu'on appelle la technique du dernier carré. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va à la guerre. Je prends le cas, c'était des conquistadors. Ils arrivent à Mexique, il faut conquérir le Mexique. Il avait 500 hommes. Ceux-là qu'il a portés, les militaires qui l'accompagnaient, voyant le nombre d'adversaires qui étaient en face, ils disent que nous, on ne va pas mourir ici, on a laissé nos femmes là-bas. Ces gars veulent nous amener dans un tour, on va tous mourir. Et demain matin, d'ailleurs, on va les laisser. Mais comme le gars avait des espions, on lui a soupçonné. Il s'appelait Vasquez. On lui a soupçonné. Attention, il y a une fuite, il y a des gens qui veulent te quitter. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'il a fait. Il a troué tous les bateaux. Et il a monté un coup. Tous les bateaux ont péri. Donc, tous les hommes là n'avaient plus les moyens de rentrer chez eux. Alors, vous êtes dans un terrain hostile. Vous avez qu'une seule option, c'est de survivre. Alors, ça leur a permis de réveiller les guerriers qui étaient en eux. Ils ont conquis le Mexique. Voilà, l'esprit aime la pression. L'esprit n'aime pas les appeupler. Il faut te mettre devant une pression. Et cette pression va réveiller le négociateur qui est en toi. Cette pression va réveiller l'entrepreneur qui est en toi. Tu vas devenir humble parce que tu dois flatter les gens pour qu'ils mettent la main dans la poche, qu'ils te soutiennent. Tu vas avoir les mots justes. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous devons, c'est ça qui nous manque par moment. Hein. C'est ça la stratégie. Ça, je l'ai fait inconsciemment. Mais quand je découvre des livres stratégiques, j'ai fait la même stratégie. Je ne sais pas, mais c'était un génie. Moi, je me suis dit, c'est la seule option que j'ai. Les amis, comme j'avais le découragement. Et ça payait aussi. Il s'appelait, je suis l'homme que je suis. J'ai rencontré des amis. Vous êtes l'homme. Mais Fonfa, qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes qui? Il faut être clair avec. Je suis un chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai mes entreprises. Qui se nomme? J'ai un bureau d'études qui se nomme Progress Consulting. Ce bureau existe, il fonctionne. Vous comprenez? J'ai des gens, j'y travaille. Vous voyez? Mais c'est la stratégie de la dernière carré. Parce que je n'avais qu'une seule option. Je rencontre des amis. Ils me disent, mais Fonfa, c'est de la folie. Tu vas vivre comment avec ta femme? Hein, tu viens de te marier. Mais est-ce que toi, tu es un fou, quoi? Et pour vous décourager. Mais c'est ça. Alors, vous faites quoi dans votre entreprise? Alors, en tant qu'architecte, je me suis dit, je vais faire comme le mentor qui était à côté de moi. Ok. Le bureau d'études. Donc, c'est ce que je connais. On a nécessairement besoin de modèles. Voilà. Je fais ce que je connais le mieux. J'ai mis en place le bureau d'études. Et j'ai créé. Je suis allé voir des aînés que je connaissais, qui étaient aussi mes mentors, mais qui étaient dans des domaines différents du mien. Je les ai abordés, je les ai expliqués. Voici l'avantage d'avoir une société. Et quand vous avez une société, voici ce que vous pouvez gagner. Et vous avez l'avantage de m'avoir. Parce que j'ai tels atouts, tels atouts, tels atouts. Ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un pour animer. Et c'est ce que je fais. On a commencé, on a travaillé. J'ai eu les premiers projets. Avec 1001 difficultés. Le premier projet n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments où vous ratez. C'était quoi le tout premier projet? Non, j'avais un projet, je devais présenter une offre. Cette offre n'avait pas été bien faite, malheureusement. J'avais pas pris en compte beaucoup d'éléments, mais cette offre a été une école pour moi. Pour l'apprentissage. Pour l'apprentissage. Tu sais, c'est lorsque vous échouez comme ça, vous ne dormez pas, ça vous ronge la nuit, toutes les énergies dépensées, ça te révolte, quoi. Et puis, ça te permet d'aller voir qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai parcouru les documents, j'ai découvert les faiblesses, et je me suis dit, je n'échouerai jamais quand j'ai fait une offre. Et depuis lors, quand je suis devant, si toutes les offres que j'ai présentées, je crois que j'ai réussi à 90%. Très bien, ça paye. Ça paye parce que j'ai le feeling. Au-delà de ça,
j'ai aussi pu développer des relations personnelles. Parce que ce qu'il faut comprendre. Développer des relations personnelles, toi, c'est faire comment? J'ai ciblé les marchés. Ok. Moi, je n'ai pas ciblé le marché privé, j'ai ciblé le marché public. Parce que je dis, c'est l'État qui paye bien. Les privés, c'est des mots de tête. Quelqu'un qui veut construire une maison, parfois, il a les mêmes problèmes que toi. Ok. Tu vois, tu peux bien faire, mais il a les mêmes problèmes que toi. Quelqu'un qui a besoin d'une maison, il n'a pas une voiture. Mais toi, tu as besoin de rouler carrosse. Comment tu vas construire pour... Oui, tu peux construire pour un monsieur comme ça, mais après, est-ce que vraiment tu peux acheter une voiture? Mais ça fait un problème. Mais il n'y a que l'État qui a plus de moyens que tout le monde. Il sera vraiment plaintif. Très plaintif. D'ailleurs, aujourd'hui, je construis rarement pour le privé. Coller les légumes, il collait là. Oui. Des explications. Non seulement des explications, des embêtements aussi. Pour des trucs insignifiants. Votre devis, tu vas toujours à revoir ça à la baisse. Comme si j'étais dans un marché de Gambela, quoi. Hein, en train de marchander, tout ça. Or, en même temps, moi, je dois vivre de mon métier. C'est ce métier qui doit faire. L'inconvénient, c'est quoi? Quand à chaque fois, quelqu'un qui veut comme ça, vous puissiez réaliser, vous faites construire une maison pour lui, il est toujours là, il se plaint, il veut toujours que vous puissiez revoir à la baisse ce que vous avez proposé comme devis. Quels en sont les inconvénients? Parce que non, moi, j'ai toujours dit c'est la mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Tu ne veux pas que l'autre puisse réussir. Mais tu oublies que tu es médecin. Quand tu es médecin, tu fais le prix, on te donne. Mais quand tu viens chez l'autre, tu viens faire autre chose. Le travail d'expert doit être rémunéré à sa juste valeur. Vous comprenez? Si toi, tu es dans ton domaine, tu es un expert. Mais chez moi, tu veux me payer pas comme un expert. Et ça ne marche pas. Et si vous acceptez, vous allez le faire à contre-cœur. Or, si tu fais à contre-cœur, mais avec beaucoup de dégâts. Avec des dégâts, après c'est toi qui vas payer, c'est l'architecte, c'est un nom qui est sali. Tu vois un peu. Donc je ne peux pas venir là où je ne saurais pas. Et bon, déjà au niveau où je suis, mais pour aborder un projet ou un marché d'un privé, il faut qu'il soit conséquent aussi. Et je crois, parce que vu tout ce que j'ai comme charge, vu tout ceci, je ne peux pas te facturer comme un jeune qui vient de terminer aux études. Je vais te facturer au niveau d'expert que je suis. Et là, sur Facebook, je crois, dans votre Facebook qu'on avait vu ça, ce sont les métiers professionnels et techniques qui créent la richesse des nations. Exactement. C'est ce que je dis. Moi, je fais le métier d'architecture. Mais l'architecture fait appel à plusieurs spécialités. L'électricien intervient dans les bâtiments. L'ingénieur en construction intervient dans les bâtiments. L'hydraulicien intervient dans les bâtiments. L'ingénieur en technique spéciale intervient dans les bâtiments. L'informaticien intervient dans les bâtiments. Nous sommes aussi dans un studio. Vous voyez tout ce qu'il y a. La menuiserie. Le menuisier intervient. La plomberie. Vous comprenez? Et dans la menuiserie, vous avez la menuiserie métallique et la menuiserie en bois. Tu vois la panoplie d'experts qui interviennent. Vous avez des charpentiers qui interviennent. Vous comprenez? Si vous êtes dans une construction métallique, vous avez des véritables techniciens de soudage. Et d'autre côté, vous avez la décoration intérieure qui intervient. Notamment l'immobilier, tout ça. Il faut prévoir dans les bâtiments. Hein? Donc, les bâtiments font appel à plusieurs techniques. Et les professionnels sont là, ils ont du travail. Si aujourd'hui l'État veut créer plus d'emplois, il doit développer surtout les secteurs d'infrastructures qui appellent beaucoup de main-d'œuvre. Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Même à l'époque de la Rome antique, si le roi voulait donner du travail aux siens, il créait toujours des projets, des routes, des projets, des bâtiments, tout ça. Au-delà de cela, nous sommes tous vêtus ici, nous avons des joyaux, des bijoux, tout ça. C'est des œuvres des professionnels. Et dans la maison, vous avez la cuisine, vous avez des restaurants où les techniciens de cuisine viennent, qui sont des restaurateurs. Vous comprenez que la véritable richesse, la 70% des richesses, est prise en compte par les métiers professionnels. Donc ça devait être la vision même d'un État qui veut être émergent. Sans des techniques professionnelles, le pays ne peut émerger. Et c'est le choix que nous avons fait. Oui. Et aussi, c'est ce qui nous a motivés de faire les études que nous avons faites. Parce qu'il y avait la facilité de trouver de l'emploi. Sincèrement, je n'ai jamais eu
difficile à trouver l'emploi. Même quand j'ai terminé, l'emploi m'a attendu à l'école. J'ai quitté directement, j'avais le travail. Alors, Surtout que je connaissais mon boulot. il nous reste 5 minutes pour clore, mais je voulais savoir quand même, pour réussir comme ça, oui, vous avez quand même quelques stratégies. Vous pouvez quand même nous livrer quelques secrets aussi, hein, parce que on peut tout dire, mais il y a toujours une sorte de touche, peut-être personnelle, hein, qui par moment vous essayez de recourir à cette touche-là pour vous maintenir, hein, vous comprenez un peu. Parce qu'il y a des entrepreneurs congolais, on a connu, c'est nombreux, mais actuellement, ils sont là à compter du doigt, mais c'est fini, c'est plus les expatriés qui ont pris la relève. Alors, vous avez quel secret? Quel est votre secret? Premièrement, il faut investir dans votre domaine. Moi, j'ai investi dans les domaines que je maîtrise le mieux. C'est l'architecture. Vous verrez beaucoup d'hôpitaux de médecins. Ces hôpitaux existent jusqu'à aujourd'hui. Parce que leurs propriétaires sont d'abord des experts dans ce domaine. Si vous voyez tous les médecins, les vieux là qui ont ouvert leurs hôpitaux existent. Aujourd'hui, je suis architecte, j'investis dans les domaines de la construction. Et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Donc, je suis en architecture avec tout ce qui va avec. J'investis dedans. J'investis aussi dans l'immobilier. Je gagne là-bas, j'investis dans l'immobilier. Ça, ce sont des standards qui te maintiennent. Et puis, deuxièmement, il faut être généreux. Un homme d'affaires doit être un vrai calculateur. Donc, savoir-être. C'est ça, le savoir-être. Je te donne un exemple. Le premier marché que j'ai eu dans ma vie, j'ai connu un aîné à moi qui est devenu presque mon mentor, qui m'a réussi. Il m'a vu, on me l'a présenté par un grand frère. Il me dit, voilà, le monsieur, c'est mon jeune frère, il est architecte. Il me pose la question, tu es architecte. Prends un peu ces petits papiers, voici le terrain, il est là, fais-moi des plans. Et viens avec. Je suis venu, je lui ai fait le travail dans 3 jours. Mais j'ai mis mon âme dans ce travail. Parce que c'est ça le professionnalisme. Ça séduit. Quand il arrive, il a dit, ah, je t'ai donné ce travail dans 3 jours. Et tu l'as fait bien. Sans erreur. Alors, est-ce que tu peux me finir tous les plans? J'ai tout fini. Je lui ai donné. Il me dit, mais jeune frère, tu veux que je te paye combien? Oui, c'est mon fils. Tu es mon grand frère. C'est lui qui m'a présenté mon grand frère. Je vous donne ça cadeau. Je pense que c'est le meilleur que je peux donner à un aîné comme toi. Mais l'acte lui a marqué. C'est ça la générosité. Vous comprenez? Mais le monsieur, ce n'était pas n'importe qui. Il sait que le petit, il est intelligent, mais le petit, il a un sens. Il est généreux. Donc on peut compter sur lui. Et c'est parmi... Tout ça, ça joue, hein? Savoir-faire, savoir-être. Il faut l'avoir. Ce sont des stratégies. C'est-à-dire, lorsque vous avez une opportunité, ne ratez pas. Ce vieux m'a donné une opportunité. J'ai eu une consultance à la RVA. Et j'ai frappé dur. J'ai fait un très bon projet de la caserne d'incendie. Et je suis parti avec ce projet jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, quand il y a l'opportunité que tu es préparé, il faut saisir. Mais attention, qui dit? Un entrepreneur, ce n'est pas un égoïste. Un entrepreneur, c'est un visionnaire. C'est-à-dire, il sait que quand je donne ici, c'est un grain que j'ai planté dans une terre fertile. Ça va produire plus tard. Voilà. Ce sont des stratégies qui font que, même jusqu'à aujourd'hui, je suis réglo. On est dans une affaire, on s'associe. Quand je dois te donner 10 makuta, tes 10 makuta là, je te les donnerai même si je perds. Même si je n'ai pas gagné, je te donne ça. Et les gars, l'associé va avec une belle impression qu'on peut compter sur ces jeunes. Il respecte la parole. C'est la parole donnée. Ça, c'est un secret aussi. Beaucoup de gens ont péri dans les affaires parce qu'ils ne savent pas respecter la parole. Et ça, moi, c'est comme ça dans mes affaires. Nous nous entendons, je donne. Beaucoup de gens, je connais beaucoup de vieux qui sont de véritables roublards, mais ils ont mal fini. C'est vrai, tu peux avoir un peu d'argent, mais pour être millionnaire, milliardaire, tu dois être correct. Les biens mal acquis ne profitent à rien. Ce sont là les vrais secrets qui peuvent paraître subtils, mais c'est cela. Capital. Voilà. Alors, 9e jeu de la francophonie, coup d'envoi, c'était déjà fait. C'est pas vous, en tant qu'architecte, professionnel, entrepreneur, les infrastructures qu'on a mises à notre disposition, je ne sais pas, quel conseil peut-être allez-vous prodiguer
aux mélomanes, en fait, à tous ceux qui vont l'utiliser, et surtout Les aussi sportifs, surtout. les sportifs Les en tant que artistes. tels, même les supporters, tous ceux qui viennent. Comment est-ce que nous pouvons, comme ça, conserver, en fait, bien garder ce qu'on nous a en fait, réalisé, hein. C'est vraiment un travail des titans, fait par nos architectes. C'est d'abord bien d'avoir de telles infrastructures. C'est une opportunité que ces jeunes nous ont offerte dans le cadre des CG de la francophonie. Nous avons aujourd'hui des bâtiments de très bonne qualité, mais il nous faut un plan d'entretien. Et ça, c'est ce qui manque dans ces pays. Je ne sais pas, mais il nous faut une culture d'entretien. Parce que les bâtiments peuvent être là, mais les bâtiments doivent être gérés. Moi, j'ai toujours souhaité qu'il y ait des entreprises privées qui puissent gérer tous ces bâtiments. Les infrastructures appartiennent à l'État, mais qu'on donne aux privés de gérer. Et les privés signent des contrats, comme s'ils signaient des contrats de location. C'est-à-dire, vous me donnez les stades et je vous paye mensuellement autant. Je les gère. J'apporte la sécurité qu'il faut, j'apporte l'entretien qu'il faut. Vous avez un cahier déjà, vous citez, et vous verrez la solution. Parce qu'un balayeur ne peut pas être payé par l'État. La fonction publique ne peut pas payer un balayeur. À ce niveau-là. Ça doit être des privés. Et vous verrez que la gestion de ces ouvrages seront de qualité. Parfois, je vais même dans des bâtiments publics. Vous verrez que je me suis pratiquement abandonné, les toilettes sentent mauvais. Mais parce qu'un fonctionnaire qui gère les toilettes, c'est compliqué. Mais s'il y a des contrats avec des partenariats privés, vous créez un travail de qualité, les privés gagnent son salaire, il a un standing de paiement, il y a des auditeurs qui passent, qui suivent, et vous verrez que les choses vont aller mieux et simple. L'État doit s'occuper dans l'encadrement des grandes choses. Il ne faut pas qu'un fonctionnaire de l'État, il est fonctionnaire de l'État, il balaye la rue. Est-ce que vous imaginez ça? Non, ça, on doit donner ça. Il y a une entreprise de techniciens de surface, c'est exiger tout ce qui est soins, tout ça, dans ces ouvrages. C'est-à-dire, ce qui doit changer, c'est la philosophie de la gestion. Et cette philosophie, si on amène ça, vous verrez que la plupart de nos bâtiments vont résister aux épreuves du temps. Sinon, c'est compliqué. Ces toilettes vont devenir des crasses. Et qui ira encore? Quand les stades martyrs, mais les toilettes, c'est des crasses. Tu ne peux pas entrer. Nous, on a vu des stades en Europe. Vous voyez que ce sont des stades, des gardes des stades qui sont des privés. Ce sont des marchés qu'on peut donner aux Congolais. Hein? Au lieu d'avoir toujours des gestionnaires des stades avec des administrations lourdes qui dépendent, tout ça, non. Faites des contrats avec des gens et ces gens vont rendre compte chaque année. On va attendre des résultats de la gestion de ces infrastructures. S'il n'y en a pas, vous avez bouffé l'argent de l'État, aucun aboloko. Il y aura des audits. C'est plus facile. Et qu'est-ce que nous pouvons gagner par rapport en organisant, en fait... Mais nous avons déjà gagné les infrastructures, il y a la visibilité du pays, nous avons beaucoup d'invités qui sont venus. Déjà, le pays, tous les caméras du monde entier sont braquées sur la RDC. C'est un marketing du pays qu'il faut profiter, de faire passer certains messages qui ne passaient pas. Mais au-delà de cela, des infrastructures aussi à gagner. On n'avait pas vraiment des infrastructures sportives. Aujourd'hui, on nous a donné ça. Et ce qui compte maintenant, c'est la gestion de ces infrastructures. Très bien. Je dis que nous sommes arrivés à la fin. Un mot peut-être pour clore. D'abord, je vous remercie beaucoup. J'étais très heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé de notre parcours en tant que modèle. Un parcours élogieux. En tant que modèle dans cette société, nous avons une société où les modèles se font de plus en plus rares. Il est temps, à travers les médias comme la CCTV, qu'on puisse organiser des émissions pareilles pour donner à nos jeunesses des repères. Parce qu'il faut des repères, des modèles, des gens qui ont un parcours scolaire, un parcours académique, et un parcours professionnel, ou aussi un parcours de chef d'entreprise. C'est important. Les jeunes qui nous suivent peuvent tirer des leçons de notre parcours. Voilà, c'est ça le mot de la fin. Merci, monsieur Matsati Mandefi, que nous avons reçu pour vous. Vous avez compris l'homme et comment il a commencé pour aujourd'hui devenir chef d'entreprise, de son entreprise qui évolue très bien. Et je crois que vous avez beaucoup appris et vous allez emboîter les pas. Merci à Moro Djambé qui a réalisé cette émission. Merci à Alain Kabongo à la coordination. Merci à monsieur
Monsieur l'héritier du trône. Hein, donc, Olivier Longwango, merci à vous, l'héritier du trône, les caméramens, et je n'oublie pas aussi Dieu merci Kifou, qui est l'exploitation, merci, et je tenais là aussi à saluer depuis Canada, Madame Dorcas Zumba, Dorcas, bien des bonnes choses à vous, hein, donc Dorcas Dor, qui est responsable, en fait, présidente de l'ONGD Action Plus, qui travaille dans le sens de pouvoir aider les femmes, surtout devenir indépendantes, voilà, c'est une indépendance financière, l'apprentissage des métiers. Merci beaucoup, Madame Dorcastor, pour ce beau travail ONGD Action Plus. Ciao, portez-vous bien, à la prochaine occasion. Tout mon TV va encore vous proposer un autre numéro avec un autre grand. Je crois bien, ce sera toujours M. Ndefi Mansatima. Espérons, Fanfan Mansatima sera des nôtres, s'il a toujours quelques leçons, parce qu'il faut rêver grand, il faut devenir entrepreneur. Lui a beaucoup de leçons à donner. J'ose croire qu'on sera toujours avec lui. Ciao.